La suite de nos discussions va porter sur l'empreinte écologique de nos habitations à travers une sélection opérée par l'architecte Philippe Risotti, à partir de laquelle il a calculé et mis en comparaison les coûts carbone de chacun d'entre eux. Les calculs sont précis et ce que l'on en retire est tout à fait précieux. Pour nous l'expliquer et échanger ensuite sur le sujet, on va accueillir à distance Philippe Risotti. Bonjour à vous, bonjour Philippe. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je suis un peu triste de ne pas être dans l'enceinte du Théâtre de Lorient, mais je suis content de participer à cet événement. Écoutez, c'est tout comme, parce qu'en tout cas ici on vous entend parfaitement, on vous voit en très très grand, vous êtes très impressionnant comme ça, mais je vais pas me laisser abattre et je vais d'ailleurs même faire défiler pour vous le diaporama, puisque vous nous avez préparé une présentation pour raconter un peu votre propos. Un propos qui a donné lieu à une exposition intitulée «L'empreinte d'un habitat». Je le disais, elle a été présentée il y a quelques années au pavillon de l'Arsenal. On en voit ici la couverture du livre qui en est extrait et je vais vous redonner tout de suite la parole. En tout cas, on est ravis que vous puissiez nous le présenter. Et donc, il y a effectivement un livre pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir voir cette expo. Voilà, vous me donnez toutes les consignes que vous voulez sur le passage de diapo et puis on se retrouve dans quelques minutes ensuite pour discuter de tout ce que vous allez nous présenter. Merci David. Rapidement, pour introduire ce travail, avant d'être une exposition, c'est tout d'abord une expérimentation. Elle est née de mon expérience d'enseignant, parce que pendant presque 10 ans, j'ai travaillé sur un petit atelier qui s'appelait micro-architecture et préfabrication, qui devait permettre aux étudiants d'appréhender en même temps le poids des éléments de construction par la constitution de maquettes numériques et également le vocabulaire des éléments de construction. Et un jour, en présentant ce travail à Guillaume Habert, qui est devenu partenaire de ce travail de recherche, c'est un Français qui est aujourd'hui à la tête de la chaire construction durable de l'ETH à Zurich, l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et lui était en train de travailler sur un petit module de numérisation avec pour but de permettre aux concepteurs d'appréhender la masse carbone dès la conception du bâtiment. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, souvent, on fait des évaluations après avoir dessiné le projet, puis ensuite, on ajuste globalement les matériaux en fonction des résultats qu'on obtient sur notre esquisse de base. Et là, notre ambition, finalement, c'était d'essayer d'aider les concepteurs à améliorer les modes de conception dès le départ. Et il est né aussi d'une intuition, c'est que de la volonté, finalement, d'essayer aussi de voir quelles étaient ces valeurs. Aujourd'hui, donc depuis le 1er janvier 2022, on a mis en place la RE 2020. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la performance de gens qui travaillaient sur la notion d'économie de moyens depuis bien avant qu'on mette en place cette réglementation. Je pense notamment à Jean Prouvé, mais aussi aux travaux plus récents d'architectes comme Werner Zobeck. Et donc, l'idée, ça a été de faire ce que Soline Nivet a appelé une sorte d'archéobime. C'est-à-dire qu'on a recréé des maquettes numériques en partant exactement de la phase d'exécution, c'est-à-dire qu'on a reconstitué en 3D pas des maquettes spatiales, mais des maquettes qui nous permettaient d'appréhender le volume des différents éléments mis en œuvre dans le bâtiment. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc là, c'est un aperçu rapide de l'exposition. L'exposition, c'était une sorte de voyage des années 1920 à 2020, où on a traversé un siècle en fait d'aventures constructives. On n'a pas pris des projets très courants, on est plutôt parti sur la notion de construction expérimentale. On a essayé de s'intéresser à des architectes, principalement dans les pays de l'hémisphère nord, qui avaient essayé on va dire, déchirer les standards de la construction en essayant de construire moins cher pour le plus grand nombre. Et par contre, on a défini un protocole, on peut passer à l'image suivante, en déjà déterminant on va dire, une méthodologie qui nous permettait à la fois de vulgariser, de rendre didactique les matériaux tels qu'ils sont mis en œuvre dans la construction. C'est le code couleur qu'on peut voir. Alors, le code couleur, ça ne correspond pas, on peut passer à la page suivante, exactement à uniquement du béton, du bois, du verre, du plastique, mais c'est chaque fois des familles de matériaux, comme dans les cours des enfants en 6e, les cours de physique où on apprend à appréhender comme ça les différentes natures de matériaux. Donc, en gris, on a pris tous les matériaux minéraux. Ça va aussi bien du béton, mais également à la pierre ou à des matériaux de synthèse. On y intègre également la
laine de roche, hein, parce que c'est un dérivé minéral. On a en vert l'ensemble des matériaux naturels, donc ça peut être du bambou ou du bois, et puis du bois sous toutes ses formes, hein, ça peut être du bois naturel ou des bois transformés comme du lamellé-collé. En bleu, nous avons l'ensemble des produits verriers. On ne les a pas mis dans la famille minérale parce que quand même les fenêtres jouent un rôle important dans l'architecture, donc c'était important qu'ils apparaissent dans les maquettes qu'on produisait. En rose, comme les malabars, tous les matériaux plastiques. Et puis enfin, comme le feu, en rouge, l'ensemble des métaux. On peut passer au slide suivant. Et à partir de ça, pour, on va dire… On a un tout petit souci Ah, pardon. technique qui est en train de se résoudre dans un instant. Je suis vraiment désolé, c'est Je décidément… vais l'expliquer avec des mots. Il doit y avoir… Alors, on continue de vous écouter, sachant que ça va être illustré dans quelques secondes. Je vous demande juste Il n'y a aucun problème. petit moment sans image. Et juste pour fidéliser nos estimations, en fait, on a essayé de trouver aussi dans les archives des projets dont on connaissait exactement la masse. Et pour ça, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la galerie Patrick Seguin qui a accumulé une belle collection de maisons de ce grand inventeur, ingénieur naturel. Et on a récupéré, en fait, notamment le poids de tous les composants de la maison 8 par 8. Et du coup, ça nous a permis de fiabiliser notre outil et de s'assurer que ce qu'on estimait grâce à nos calculs nous permettait correspondait à la réalité. Et alors après, comment est-ce qu'on a fait pour traduire ces masses de matériaux en empreinte carbone? Eh bien, on a simplement utilisé le référentiel suisse qui est géré par le KBOB, c'est l'équivalent de l'ordre des architectes et des ingénieurs suisses, qui, lui, publie annuellement des valeurs par défaut. Vous savez qu'en France, on se base sur des fiches FBES qui sont déclaratives et qui, en fait, correspondent aux composants ou aux différentes natures de matériaux qui sont déclarés par les industriels. Le KBOB met en place un référentiel de valeurs par défaut qui nous permet d'avoir une appréhension beaucoup plus facile de ces valeurs carbone. Et puis, on a choisi ce référentiel également parce que le panel des projets sur lesquels on a travaillé n'était pas exclusivement français. Il y avait à peu près une quinzaine de pays qui ont été analysés, de projets de provenance de 15 pays différents qui ont été analysés dans notre panel. Philippe Réseautil, l'image est revenue. Voilà, pardon, je suis absolument désolé. Donc, en tout cas, voilà, voilà, c'est ce que, si vous voulez recommenter brièvement pour ne pas perdre le fil. Alors, non, je vais rebondir directement sur ce visuel. Ce qui est intéressant, est ce qu'on voit là, donc quand on se pose la question de combien pèse un bâtiment, on s'est aussi évidemment posé la question de combien pesaient les bâtiments qu'on produisait massivement dans notre pays. Et ce qu'on a regardé, hein, on s'est basé simplement sur les statistiques de l'INSEE, c'est que ce qu'on construisait, puis d'ailleurs les chiffres qui sont publiés par l'Ordre des architectes nous ont permis de conforter ces informations. En gros, on construit environ 200 000 maisons individuelles et 200 000 logements collectifs par an. C'est un petit peu moins, c'est 190 000 en moyenne sur les 20 dernières années. Et la taille d'une maison individuelle est de 120 mètres carrés. Notre outil nous a permis de voir que ces maçonneries, ces bâtiments qui sont principalement faits de maçonnerie courante, hein, donc on entend un radier ou un principe de fondation simple sur lequel on va poser des murs en blocs de béton préfabriqués, avec des isolants plutôt généralement dérivés de plastique, des fenêtres souvent faites de plastique ou d'aluminium, des couvertures soit avec une charpente et des tuiles, soit des maçonneries simples, hein, pour ce qu'on appelle la construction contemporaine. Mais ça, ce sont des constructions qui pèsent environ 1,2 tonne par mètre carré. Et quand on l'estime en termes de valeur carbone, on arrive à peu près sur une valeur de 800 kg équivalent CO2 par mètre carré. Et ça représente 97% de la production de maisons individuelles. Ce qu'on fait de mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle couramment de la construction bois. Il faut quand même savoir que nous, on l'appelle de la construction mixte hybride bois-béton, parce que quand on se rapporte au bilan de masse de matériaux, il y a autant de kilos de béton dans une maison comme celle-ci que de kilos de bois. Néanmoins, ça nous permet d'alléger la construction à 700 kilos du mètre carré et du coup de diminuer très significativement par l'utilisation du bois la masse carbone à 450 kilos équivalent CO2 par mètre carré pour une maison individuelle. Et dans le logement collectif, on est parti sur un standard aussi plutôt de la petite promotion immobilière, hein, donc généralement des immeubles à R+2, R+3. En maçonnerie courante, ça pèse environ 1,5 tonne pour une empreinte carbone évaluée à 960 kg équivalent CO2. Et quand on
utilise des procédés mixtes bois-béton pour ce type de construction. On allège également fortement la construction puisqu'on descend à environ 800 kg par mètre carré et on obtient une empreinte carbone inférieure à 700 kg équivalent CO2. Et du coup, ce qui nous intéressait, c'était de voir et d'estimer ces valeurs par rapport à ces projets expérimentaux dont certains, depuis les années 20, avaient déjà l'ambition et dans la compréhension que finalement, plus on allait, le développement démographique allait être important, plus on allait extraire des ressources. Ça, c'est Buckminster Fuller qui le disait déjà dans les années 30. Et du coup, si on essaye d'économiser la matière, forcément, on réduit l'empreinte de l'homme sur son environnement naturel. Alors là, on voit rapidement la petite sellette d'introduction. Donc, on voit à chaque fois 10 kg de bois, 10 kg de verre, 10 kg de métal, 10 kg de béton, 10 kg de plastique, et puis l'empreinte carbone de la production de ces matériaux. Il y a un point qui est important, c'est qu'on n'a pas utilisé une valeur négative en carbone dans le stockage du bois, puisque les Suisses considèrent qu'à partir du moment où l'arbre est coupé, il arrête d'absorber du carbone et qu'il y a tout un tas d'opérations carbonées pour transformer le bois de son état d'arbre naturel jusqu'à un composant de construction. On peut passer à l'image suivante. Donc là, c'est ce que j'expliquais. C'est le protocole d'analyse. Et donc, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a également cherché deux autres indicateurs. On a travaillé la masse surfacique, donc en kilos par mètre carré. On a travaillé l'empreinte carbone par mètre carré, correspondant à cette évaluation de l'ARE. Et on a rajouté également deux autres indicateurs qu'on a appelés complexité et efficacité ou assemblage. La complexité, en fait, permet d'évaluer l'effort de conception. C'est le nombre de pièces différentes à concevoir pour fabriquer un bâtiment. Donc, c'est globalement l'effort de conception par les architectes, les ingénieurs qui vont concevoir le projet. Et puis, enfin, l'efficacité, c'est le nombre de pièces différentes à assembler sur site au moment de la construction. En gros, ça nous permet d'estimer l'effort de construction, donc quasiment le temps nécessaire pour assembler un bâtiment au moment où il est mis en œuvre. Alors, le cas du 8 par 8 est évidemment exceptionnel, puisque c'est Jean Prouvé qui fait ce projet avec Pierre Jeanneret dans l'objectif de construire pas cher, le plus rapidement possible, et ça pendant la guerre. Et si on peut aller au slide suivant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, ces deux indicateurs sont aussi des indicateurs potentiels de réversibilité. C'est-à-dire qu'on est parti de cette idée du DFD, le Design for Disassembly, c'est que n'est-il pas aussi intéressant dans une conception bas carbone d'imaginer que les composants mis en œuvre, ou en tout cas une partie de ces composants, puissent être réutilisés, réemployés dans une construction future, exactement comme l'expliquait Xavier Brunkel précédemment, puisque c'était une tradition de l'économie de moyens de réemployer les composants autant que possible pour limiter les coûts de la construction et ne pas avoir à chercher les matériaux trop loin. Alors, on peut passer à l'image suivante. Alors, le cas, évidemment, de Prouvé, qui était exposé en pièces détachées dans l'exposition, est le cas le plus intéressant. En plus, c'est une des rares fois où Prouvé n'a pas utilisé de l'acier, mais du bois, parce que pendant la guerre, c'était le seul matériau qui était à sa disposition. Et si on regarde l'image suivante, ce qu'il y a de remarquable, c'est que ça lui permet d'atteindre finalement un poids de bâtiment qui est inférieur à 100 kg par mètre carré pour une empreinte carbone de 55 kg équivalent CO2. C'est le bâtiment le plus, avec l'empreinte la moins importante. Évidemment, il faut remettre chaque opération dans son contexte. L'enjeu carbone n'a jamais été un enjeu de prouvé. Ici, ce type de construction ne permet pas d'avoir une excellente isolation, une très bonne inertie thermique, qui sont les nouveaux facteurs à prendre en compte dans une conception aujourd'hui, puisqu'on considère évidemment l'impact de la consommation énergétique autant que son empreinte carbone, mais il nous semble exemplaire dans les qualités de mise en œuvre et dans l'inventabilité du système. Et du coup, ça nous semblait très intéressant d'apprendre ou de réapprendre à l'aune de cette question du carbone et de regarder à nouveau tout ce qu'on pouvait apprendre de Prouvé. On voit sur l'image suivante
également l'ingéniosité du système constructif de Prouvé, qui, malgré l'assemblage de ces pièces détachées, permet quand même d'obtenir un plan libre et donc d'organiser très facilement différents usages au sein du projet. C'est une idée aussi qui est sans doute due à la participation de Pierre Jeanneret dans le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a analysé 3 projets de Jean Prouvé, ce projet de 1942, la maison métropole de 1952 et ensuite le système d'habitat modulaire CIR qu'il a conçu avec son fils en 73-72, on s'est rendu compte que Prouvé, tout au long de sa carrière, puisqu'il a passé plus de 30 ans à expérimenter sur des systèmes constructifs démontables, a réussi à réduire aussi la complexité de son système pour passer de 43 pièces différentes pour concevoir une maison dans les années 40 à plus que 13 pièces différentes pour faire le clos couvert d'un immeuble pouvant aller jusqu'à 8 étages dans les années 70. Et donc, c'est bien aussi cette, on va dire, obsession à essayer de simplifier les systèmes constructifs, même s'ils restent abstraits, qui est très intéressante dans l'œuvre de Prouvé. On peut passer ensuite sur le cas suivant. On va regarder rapidement un projet de Makoto Masuzawa, qui s'appelle la maison minimum, qui est en fait un projet construit dans une situation, j'allais dire comme on dirait aujourd'hui à la télé, d'urgence absolue. Vous savez que le Japon, après la guerre, du coup, était dans une situation difficile et devait faire face à un énorme besoin de reconstruction. Chose que j'ai appris, par exemple, pendant cette recherche, c'est que Tokyo avait fait le fruit des premiers essais au napalm de l'armée américaine, avait été brûlé à 70%, principalement des constructions en bois. Et ce qu'a fait le gouvernement japonais pour pouvoir réussir à faire face à cette crise et offrir aux architectes, à la population des maisons au plus grand nombre, ils ont décidé de limiter la surface des constructions. D'abord à 12 tsubo, puis 15 tsubo. Ici, il s'agit de la maison personnelle de Makoto Masuzawa. Elle fait exactement 15 tsubo, ça veut dire environ 50 mètres carrés. Et pour faire le gouvernement japonais de faire appel aux architectes. C'est-à-dire que sans architecte, vous n'aviez pas de prêt bancaire. Et l'architecte était le garant de la bonne utilisation des matériaux et également le garant du respect des surfaces de la construction. Et c'est sans doute, à mon avis, cette raison qui fait que l'architecture japonaise connaît un si fort développement et qu'elle est aussi tellement respectée par l'ensemble de la population. Il y a un autre point qui est très important qu'on a découvert dans cette étude. Quand Jean Prouvé mettait 4 ans, 5 ans pour concevoir un système constructif, Makoto Masuzawa a mis seulement 2 mois pour dessiner cette maison et 1 mois pour la construire. Et comment est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur une deuxième réglementation qui a émergé au Japon à ce moment-là. C'est qu'il s'est appuyé sur la notion de trésor national vivant. C'est-à-dire que le gouvernement japonais, en plus d'avoir valorisé l'architecte dans la capacité à produire des logements pour le plus grand nombre tout en respectant l'utilisation des ressources, a créé un label qui a permis de préserver les savoirs et les savoir-faire. Le trésor national vivant étant un artisan qui garantit la transmission de son savoir-faire et du coup, il faut savoir qu'au Japon, c'était Frank Salama qui m'a expliqué tout ça. Depuis la fin du XVIe siècle, de père en fils, on se transmettait des planches de détails et de détails constructifs et de solutions, on va dire, reproductibles qu'on adapte en fonction de chacun des contextes avec son architecte. Et donc, Makoto Masuzawa va voir son très bon copain, le Trésor national vivant, et ensemble, ils conçoivent une solution adaptée aux ressources à disposition et dans les contraintes réglementaires, tout en réintégrant la tradition constructive japonaise, et ce qui leur permet d'aller extrêmement vite dans la mise en œuvre du projet qu'ils vont construire. Philippe Risotti, je dois bien vous avouer qu'il y a eu alors cette fois c'est un petit bug d'ordinateur, on aura tout eu aujourd'hui, c'est assez chouette. Mais du coup l'ordinateur est en train de redémarrer et on va pouvoir reprendre les diapositives dans un petit instant. Peut-être si on peut interrompre la discussion, puisqu'après on a un nouvel exemple ensuite à présenter, mais il peut venir finalement en complément à la suite. On parle, enfin vous avez beaucoup parlé de Prouvé, et c'est quand même Prouvé qui ressort assez fortement de votre étude de manière générale, et quand on voyait l'exposition, on en ressortait avec cette idée que
Enfin, vous avez parlé tout à l'heure d'une grande compétence. Certains parlent d'un génie à propos de Prouvé. C'est vrai que qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui en fait? De quelle manière est-ce qu'on a pu utiliser tous ces savoirs pour une architecture pas forcément d'urgence et pas forcément spécifiquement légère? Et cette C'est une question, bonne... pardon, je la pose dans le paysage architectural, mais peut-être vous aussi dans votre pratique. Après tout, j'imagine qu'après avoir mené une étude de la sorte, ça a pu influer sur votre manière de faire aussi. Bah, moi, je suis un fervent admirateur du travail de Prouvé. Et ça a été une de mes entrées, en fait, d'abord d'ailleurs par la question de l'esthétique, avant même l'intelligence constructive et les résultats d'optimisation de la matière. Ça a toujours été une plastique qui m'a extrêmement séduite. Et donc, je pense que ça a été l'entrée. D'ailleurs, ça a été parce qu'on ne connaissait pas les résultats qu'on allait obtenir. On a d'abord choisi des projets parce qu'on les aimait, et ensuite on a été en apprendre beaucoup plus en les refabriquant numériquement. Euh, je crois que le travail de Prouvé est une réponse qui est pertinente depuis les années 50 et qui a dû faire face à une adversité presque incompréhensible, en tout cas à mes yeux. Après, je pense qu'on va redécouvrir et que c'est un petit peu comme les premiers qui déclaraient que la Terre était ronde quand tout le monde pensait qu'elle était plate, quoi. Je crois qu'il était vraiment en avance sur son temps et que j'espère qu'on va continuer à apprendre et puis, on va dire, s'enrichir de cet héritage qu'il nous a laissé. Moi, en tout cas, ces 3 années passées à ses côtés m'ont convaincu qu'il fallait continuer dans cette voie. Je pense en plus qu'il y a tout un tas de solutions hybrides. Là, on a travaillé avec mes étudiants sur des approches justement où on partait d'un existant et on avait l'approche de la modularité dans la réhabilitation. C'est sans doute là-dessus qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre avec cette contrainte forte qui dit que tout finalement nouvelle mise en œuvre doit pouvoir générer à terme du réemploi. Moi, je pense que cette idée qui nous est apparue à travers cette étude de dire qu'une construction d'aujourd'hui doit être un gisement d'avenir est sans doute quelque chose qui mérite d'être encore défriché parce que c'est pas forcément évident. C'est une conception qui est plus orientale qu'occidentale. Hein. On est très attaché à la pierre, à notre patrimoine, à des choses qui vont durer. Néanmoins, je pense que de voir les choses un peu différemment dans de multiples temporalités nous permet de dissocier certaines choses et peut-être qu'effectivement une fenêtre doit pouvoir être conçue pour séparer les éléments, récupérer, recycler le verre très facilement, améliorer ces différents éléments. Et je pense que c'est un niveau de complexité vers lequel il faudrait qu'on aille tous parce que ça nous permettrait à la fois de largement décarboner la construction d'aujourd'hui, mais d'encore plus optimiser celle de demain. Et je trouve qu'il y a un autre point qui est important, c'est que ça permet aussi de valoriser tous les savoirs et les savoir-faire. Il y a un peu une tendance à diaboliser aujourd'hui certaines familles de matériaux qui seraient moins louables que d'autres, mais néanmoins, ils mettent en jeu énormément d'emplois. Et je pense que le but de ce partage de connaissances, en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on a fait cette étude et qu'on espère la poursuivre, c'est de valoriser finalement tous ces savoir-faire. Je pense qu'on a autant à apprendre d'un maçon que d'un charpentier, on a autant à apprendre d'un verrier que d'un ferronnier. Et je crois que ce qu'il faut, c'est réussir justement à pouvoir amener tous les métiers de la construction à transformer leur chaîne de valeur pour pouvoir, on va dire, gérer dans les meilleures conditions cette transition. Cet adage qu'on entend parfois, le bon matériau au bon endroit, finalement, selon vous, il est encore plus vrai quand on fait attention vraiment à la quantité de chacun de ces matériaux. Ah ben j'en suis, en tout cas, après avoir fait tout ce travail, on a à ce jour refait 33 projets. Ce qui a été formidable dans cette étude et dans cette recherche, c'est que aujourd'hui, c'est devenu un outil de recherche, mais c'est aussi un outil de conception. C'est-à-dire qu'on travaille dans le faire et le refaire de nos maquettes jusqu'à réaliser les projets et on suit les réalisations avec cette même méthodologie pour pouvoir chercher à éliminer le maximum de choses non standards, à simplifier autant qu'on peut les détails. Et ce que ça nous permet également pour le client final, au-delà de dire qu'on va pouvoir recycler tel ou tel composant, c'est que ça nous permet, dans le temps du chantier, de encore optimiser les résultats et les améliorer. Et notre engagement, alors évidemment, il faut avoir les moyens de le faire. Hein, ça rejoint aussi également cette question que posait Xavier sur le suivi in situ dans les projets. Mais je pense que ça fait partie de notre mission d'intérêt général et puis c'est peut-être la beauté de notre métier. C'est qu'on peut encore économiser de la matière sur le chantier en allant chercher avec finalement
tous les parties prenantes du projet, hein, parce que finalement, une équipe de chantier est aussi un collectif s'il est bien organisé et s'il partage cette subjectivité de la beauté du projet. L'enjeu est de finalement trouver les solutions qui vont permettre d'avoir des gestes les plus simples pour les compagnons qui vont mettre en œuvre le projet, de sortir des éléments qui ne seraient pas forcément nécessaires parce qu'il s'avère finalement qu'on pourrait simplifier la solution et que du coup, un vrai suivi proactif permet d'appliquer la méthode à tous les stades du projet, de la conception à l'appel d'offres, jusque dans la réalisation et enfin dans son évaluation carbone. Mais ça nécessite de refaire 3, 4, 5 fois le projet réellement. On continue, vous avez un troisième et dernier projet que vous vouliez nous présenter. Alors, on remet l'image à l'écran et si vous voulez reprendre la présentation que vous en faisiez tout à l'heure. Alors là, on revoit, c'est simplement l'ossature bois, hein, qui est finalement très traditionnel. Hein, ça ressemble au balance frame américain ou à n'importe quelle charpente qu'on peut réaliser dans les pays du Nord ici. Sur des sections très petites avec des reproductions, ce projet est intéressant parce qu'en fait aussi, on a 20 types de composants différents pour fabriquer cette maison, le clos couvert de cette maison. Et qu'on regarde trouver dans la maison métropole, qu'on regarde la maison des IMSS, la Case Study ou celle-ci, à peu près 20 pièces différentes, vous êtes capable de faire une maison de 50 à 150 mètres carrés et avec 250 pièces, vous pouvez réaliser la même maison. Donc ça aussi, c'était des indicateurs transversaux qui étaient très intéressants pour la notion d'économie de moyens. Et puis enfin, il y a le dernier projet plus récent, projet de Françoise-Hélène Jourdain et Gilles Perrodin, c'était la maison serre. Alors, elle est dans la famille des maisons serres, hein, parce qu'il y a une maison serre des années 70 de Sue Brummel, l'ex-femme de Richard Rogers au moment où elle la dessine. Il y a les fameuses maisons serres, la maison La Tapie de la Caton-Vassal. On a pris celle-ci parce qu'on avait beaucoup de données sur ce projet. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on détourne un objet industriel pour permettre de l'autoconstruction en son sein. Et là, ce qu'il y a de magnifique, si on peut aller sur l'image suivante, c'est que cette maison, en fait, elle répond à une contrainte très forte économique. C'est-à-dire que le but de Françoise-Hélène Jourdain et Gilles Perrodin, à un moment, ils font un de ses tout premiers projets, c'est de construire une maison de 140 mètres carrés avec un budget à l'époque de 250 000 francs. Ça fait environ 800 € aujourd'hui si on se base sur l'indice d'inflation. Et du coup, ils détournent une serre horticole et ils font à l'intérieur un aménagement qui est fait en autoconstruction par les habitants pour pouvoir faire les chambres, tout l'aménagement du second œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette maison pèse à peine, même pas un peu plus de 300 kg du mètre carré. Elle a une empreinte carbone, je crois, qui est de alentours, je ne vois pas très bien le chiffre, mais qui était aux alentours de 280, il me semble, de mémoire. 214, oui. 214, voilà. Donc, elle est 3 fois moins carbonée que la norme d'aujourd'hui, sans compter qu'on peut récupérer et démonter tous les éléments de construction. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette logique d'économie de moyens est aussi une logique économique. Et que cette question de légèreté, elle permet également, à mon sens, d'impliquer le futur habitant dans l'élément de construction. Alors, on l'a vu principalement sur des projets à petite échelle. On a mené ces études sur des projets à petite échelle principalement parce que c'était quand même moins de travail, mais on l'a aussi testé à plus grande échelle. Et cette logique nous semble applicable finalement à de multiples échelles. Là, on voit voilà, l'assemblage. Hein, donc, on a un dallage de béton sur lequel on a une charpente métallique de serre traditionnelle et puis une enveloppe. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle ne passerait pas le cap de la RE 2020 hein, avec la performance de son enveloppe. Néanmoins, il y a tout un tas de solutions qui pourraient être adaptées pour complètement permettre ce projet d'être encore pertinent aujourd'hui. Eh bien, justement, et avant qu'on passe un micro dans la salle pour une ou deux questions rapides, Philippe Risotti, vous le disiez à propos de la maison serre de Françoise Jourdain, vous nous disiez à l'instant, elle passerait pas le... On va vous retrouver dans un instant, hein, j'imagine. Vous êtes encore là. Oui, vous êtes encore là. Ouais. Vous disiez, elle passerait pas la RE 2020, cette maison-là, parce que effectivement, toutes ces maisons très légères, forcément, elles n'ont pas la même isolation que les standards actuels, mais ces standards actuels, mine de rien, ils permettent aussi une économie d'énergie. Et du coup, je me demandais de quelle manière est-ce que le faible coût carbone de tous les bâtiments que vous nous présentez compense le coût important énergétique qu'il nécessite.
En gros, c'est une balance. Le coût énergétique est plus important que le coût de construction. Néanmoins, on peut économiser sur toutes les parties. On avait des projets qui étaient à une empreinte carbone d'environ 300 kg équivalent CO2 par mètre carré dans le panel et qui étaient autonomes en énergie, c'est-à-dire qu'ils ne produisaient, ils ne dépensaient plus d'énergie. Ils produisaient leur propre énergie, ils recyclaient même leurs propres déchets. Si on voit certains prototypes, notamment le Diogène cabine de Renzo Piano, ce fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limite. Il y a juste des moyens de conception à mettre pour pouvoir permettre d'avoir la performance la plus importante. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème à faire des projets qui soient légers en termes d'empreinte carbone, tout en ayant une consommation énergétique absolument ridicule. Simplement, évidemment, qu'il y a une corollaire que le fait d'amener de l'inertie, donc de la masse dans le bâtiment, quand on parle de climat, qui nécessite d'ailleurs d'amener une question de chauffage, parce qu'il y a tout un tas de climats dans lesquels la seule empreinte de la construction est seule celle de la construction, puisque ça ne nécessite pas d'énergie pour le chauffer. C'est quand même une question de pays tempérés, avec des saisons qui ne se posent pas dans d'autres parties du monde. Néanmoins, pour des projets, nous, on avait une base qui était environ de 300 kg équivalent CO2. Aujourd'hui, on est capable de construire un projet qui est totalement passif et qui n'a plus besoin de sources extérieures de production d'énergie pour pouvoir fonctionner. On va allumer la salle et peut-être qu'on a le temps d'une ou deux questions assez rapides, évidemment. Pas encore sur l'habitat participatif, je vous assure qu'on y vient très très bientôt. Mais pour terminer sur ce sujet, effectivement, du coût carbone de nos logements, puisque c'est vrai que c'est une question qui se pose largement au sein de l'architecture, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on parle du logement en particulier qu'il faut mettre de côté cet élément-là. Au contraire, ça fait partie des enjeux très actuels et ça sera au cœur, je pense, de la discussion de tout à l'heure. Alors voilà, si vous avez peut-être une intervention, une remarque ou une question, ça peut être le moment. Et sinon, alors voilà, on a une question devant et puis... Et s'il n'y en a qu'une de vous à moi, c'est peut-être pas trop mal, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, je dois bien l'avouer. Alors, on vous écoute, si vous voulez bien vous présenter comme tout à l'heure. Pierrick Beillever, donc je suis de l'Art-des-Pas à Nantes, architecte, urbaniste. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation, là, évidemment, parce qu'elle est en même temps très technique. Évidemment, elle pose la question de la densité et du collectif. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est d'éviter l'étalement urbain, et donc la question du petit objet performant, sa démultiplication dans la construction collective devient un sujet, on va dire, avec une expansion technologique plus complexe. Et quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que le modèle de réflexion peut s'attacher à un développement de plus grande taille, de moins d'empreintes au sol, voilà. Est-ce que c'est, de votre point de vue, une direction de travail qui est engageable aujourd'hui? Philippe Risotti. J'aurais dû peut-être montrer aussi effectivement des projets collectifs. On en avait dans notre étude. On continue d'ailleurs de poursuivre cette étude et notre objectif, c'est de diffuser cette connaissance parce qu'on pense que par le partage de ces évaluations, de ces différents systèmes constructifs, on va permettre d'accélérer cette transition. Comme dans les autres domaines scientifiques, il nous semble nécessaire que pas chacun se mette en compétition par rapport à ces solutions, mais qu'on élargisse ce panel de connaissances pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite dans la résolution des problèmes. Le collectif est une nécessité, puisqu'évidemment, et vous le dites très bien, plus on construit compact, moins on a de surfaces qui sont exposées aux intempéries, donc plus les objets sont homogènes, moins il y a de nécessité de déplacement pour faire des interactions. Donc, ce ne sont pas des modèles qui sont incompatibles. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'on a essayé de montrer une solution d'évaluation, c'est une sorte d'évaluateur partagé. Et cette solution, elle s'applique finalement à tout type de construction. Ce qui était une de nos motivations, c'était surtout de challenger cette ERE, savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment un référentiel 630 kg équivalent CO2 qu'il fallait appliquer ou est-ce qu'il ne fallait pas tout de suite essayer d'aller beaucoup plus loin? Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'on devrait tous s'atteler à essayer d'aller directement vers cette norme 2030
quels que soient finalement les sujets auxquels on soit confronté, évidemment en essayant de compacter au maximum et d'assembler les projets. D'ailleurs, c'est la méthode qu'on utilise à l'agence pour travailler sur les projets qu'on développe. Parce que, en fait, l'empreinte carbone qu'on dépense aujourd'hui, c'est un crédit qu'on prend sur l'avenir, mais on le paye cash. C'est-à-dire que la dépense carbone d'un projet correspond à l'équivalent de 50 ans de son chauffage dans la nouvelle réglementation. Et du coup, si vous réduisez de 20, 30, 40%, c'est comme vous économisiez directement aujourd'hui autant en proportion, c'est-à-dire la moitié des émissions de CO2 à venir dans le bâtiment que vous êtes en train de réaliser. C'est pour ça que ça nous semble être un enjeu fondamental. Si on applique aujourd'hui l'ARE à toute la nouvelle production de logements et qu'en symétrique, on imagine qu'on a réussi à adapter tous les logements existants, je sais qu'on en est loin, avec cette nouvelle réglementation, l'émission carbone de la construction neuve serait la même que celle de tous les bâtiments qui seraient déjà mis aux normes. Donc, c'est un enjeu fondamental à partir du moment où et donc, c'est pour ça qu'il nous semble extrêmement important de s'y intéresser dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a quand même, les Français se mettent un peu en avant comme étant les champions européens de la transition écologique, mais il y a d'autres pays qui sont hors de l'Union européenne, qui sont bien avancés sur ces questions-là et sur lesquelles on devrait, notamment la Suisse, quoi qu'on en pense, devrait s'inspirer. Merci beaucoup, Philippe Réseautier. On va pouvoir vous applaudir et vous remercier vivement pour cette présentation. Merci à vous. Et en attendant que l'exposition tourne, on imagine peut-être des maisons de l'architecture qui pourraient d'ailleurs l'accueillir. Pourquoi pas? En tout cas, il y a effectivement ce livre qui est disponible, qui est très intéressant pour le fond, le propos que vous venez de nous porter, mais qui est aussi assez fascinant à lire de par cette espèce de mise à nu des bâtiments et de comparaison point par point de tout un corpus de bâtiments. Et vous faites bien effectivement de le préciser à l'occasion de cette dernière question, des bâtiments très très différents les uns des autres, et de voir cette même grille de lecture, ça rend assez fascinante la comparaison. Un grand merci, Philippe Risotti. On en vient. Merci à vous.